accompagne vos nuits. La libre antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1. Heureuse de vous retrouver ce soir pour une nouvelle soirée de Libre Antenne. Nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin. Aretha Franklin nous a quittés ce soir. En effet, la reine de la soul est partie. Elle disait « Essayez de grandir fait mal, vous savez. Vous faites des erreurs, vous essayez d'apprendre d'elles, et quand vous ne le faites pas, ça fait encore plus mal. » Alors essayons d'apprendre de nos erreurs ce soir. D'ailleurs, les chansons d'Aretha Franklin ponctueront toute cette émission, toute cette soirée. La ligne est ouverte au 39 21 et puis bien sûr nous attendons vos SMS, vos réactions, vos conseils au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Fifi est aux manettes ce soir, c'est la libre antenne. Vous êtes sur Europe 1 et c'est parti. Sur Taxi. Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. Et c'est Marie qui nous rejoint pour débuter cette émission. Bonsoir Marie. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de me prendre à l'antenne parce que c'est pas évident de se confier comme ça. Mais je vous écoute très souvent et j'admire vraiment ce que vous faites pour les gens. C'est vraiment quelque chose de super et c'est sincère. Merci Marie. Alors qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir ? Alors c'est un peu difficile à expliquer parce que je sais pas trop par où commencer. Je suis un peu stressée. En fait, ça me concerne pas moi directement. Enfin, ça me concerne mais indirectement, on va dire. J'ai une sœur donc du même âge, donc on est jumelles pour pas le dire. Et je suis un peu inquiète par rapport à la situation qu'elle a dans son couple actuellement. Ça me concerne parce que je suis sa sœur jumelle et que j'entends certaines choses qui me font peur et qui m'inquiètent à la fois. Je sais pas comment expliquer. Qu'est-ce qui se passe pour votre sœur ? Alors, c'est une maman de 3 enfants, donc 2 enfants d'un premier mariage et puis une petite adorable d'un second mariage. Et depuis à peu près 2 ans, on va dire, elle en voudrait un 4e. D'accord. Il se trouve que il y a une certaine différence d'âge avec son mari, avec qui je m'entends. C'est une personne avec qui je m'entends très bien et que j'ai appris à connaître et que on se confie de temps en temps. Et moi je sais, et ma sœur forcément, qu'il ne veut plus d'enfants, qu'il ne veut pas de 4e, parce que il a un certain âge, voilà. Il a quel âge ? Il a 56 ans. D'accord. Et donc, la petite dernière, elle est vraiment adorable. Et voilà, quoi. Lui, il souhaite s'arrêter là parce que c'est du travail au quotidien. Et puis, ils ont de la chance que ma sœur travaille et lui est déjà en retraite. Donc, c'est un petit peu grâce à lui, entre guillemets, qu'ils ont pu avoir cette petite dernière. Parce que c'est lui qui s'en occupe comme il ne travaille plus. D'accord. C'est jeune pour être à la retraite, 56 ans. Oui, mais c'est dans un corps de métier où on peut l'être assez avant, jeune. Quoi. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Et votre sœur, à quel âge, elle ? Le même âge que moi, donc on a 41 ans. D'accord. On est jumelles. D'accord. Fausse jumelle. Oui. D'accord. Mais je suis embarrassée parce que on a l'impression que, moi, de mon point de vue, plus de certaines personnes à qui je peux me confier, donc le mari de ma sœur, on trouve que ça devient vraiment, ça devient obsessionnel, mais vraiment obsessionnel, quoi. C'est dans sa bouche tous les jours. Elle vit presque plus que dans cette optique-là d'avoir un 4e enfant, quoi.
Et bon, moi, je me sens un peu délaissée, entre guillemets, en tant que sœur, parce que bon, il y a des choses... moi, j'ai des soucis de santé, je travaille pas, j'ai retrouvé récemment un autre emploi et ça passe même à côté, ça, vous voyez. Et pourtant, c'est difficile de nos jours de trouver un emploi et on a l'impression que même ça, elle occulte et c'est vraiment ce désir-là qu'elle a et rien ne compte plus, quoi, on dirait. D'accord. Vous, quelle est votre situation, Marie ? Quelle est votre vie actuelle ? Alors moi, je suis mariée depuis l'année dernière, donc je suis en couple. Donc, bon, moi j'ai des soucis de santé qui sont pas faciles. C'est pas, voilà, je vais pas en parler parce que je veux pas non plus je veux garder une certaine forme d'anonymat quand même, quoi. Et mais bon, moi j'essaye de me battre comme je peux. J'ai pas d'enfant, donc notamment par rapport à cette maladie, j'en ai pas. Et bon, ma sœur, je trouve qu'elle a été quand même gâtée par la vie qu'elle a pu avoir. La Marie, je veux dire, qui s'occupe des enfants, qui fait à manger, qui leur fait des jeux. Enfin, je vois pas comment elle peut se plaindre, mais je pense qu'elle doit être mal à l'intérieur d'elle, quoi, pour en arriver là. Donc ça devient une obsession chez elle, c'est ça que vous voulez dire, Marie ? Ah ben moi je trouve, oui. D'accord, donc elle en parle tout le temps ? Tout passe par là ? Oui. C'est ça ? Oui. Et bon, aujourd'hui, j'ai appris qu'elle s'était confiée, c'est une amie à moi, et elle s'est confiée à elle. Bon, elle la connaissait pas, mais elle l'a connue quand je me suis mariée, quoi. C'est comme ça qu'elle a fait sa connaissance. Et elle a des paroles sur son mari qui sont vraiment inquiétantes. Et bon, mon amie me les a rapportées, et ça... Enfin, on a l'impression que son mari, c'est un moins que rien, qu'il s'occupe pas de la petite dernière, qu'il s'occupe pas de ses enfants. Enfin, il a tous les torts du monde, quoi. C'est tout ça parce qu'il ne veut pas d'enfants. Donc, elle dit qu'ils ne peuvent pas communiquer, alors que je sais qu'ils en parlent. Mais bon, voilà, il faudrait qu'elle ait cet enfant pour... alors, elle a dit à mon amie, pour réparer tout ce qu'il a manqué pour... bon, je vais l'appeler Juliette, et pour que Juliette puisse avoir un enfant avec qui grandir. C'est pour ça qu'elle veut un quatrième. Donc c'est compliqué. Et comment vous interprétez ce désir d'enfant qui se transforme en obsession, vous ? Moi, j'interprète que c'est pour combler quelque chose. On a l'impression, quand on regarde la situation, que qu'elle est juste bien quand elle est enceinte, quand elle a la grossesse, quand la petite est en bas âge, et après ça devient c'est plus aussi marrant entre guillemets, quoi. Je sais pas. D'accord. Enfin moi c'est des choses qui me choquent parce que comme elle peut être amenée à critiquer son mari auprès des autres personnes, ça me fait peur, quoi. Parce que dans ces cas-là, je me dis, c'est pas logique. Pourquoi elle veut un autre enfant avec cette personne, quoi. Mais vous arrivez à communiquer encore avec elle ? Plus trop, parce que moi, je lui dis, tu sais, ton mari ne veut plus d'enfants, il faut aussi le comprendre. J'essaye de... Si je dis les choses telles que je les pense vraiment, elle se braque et j'aurai plus de nouvelles et ça n'ira pas. Alors j'essaye de lui dire habilement, mais par exemple hier je lui ai envoyé 2 messages et j'ai eu aucune réponse, quoi. Parce que je sais que je vais pas dans son sens et que je soutiens pas ce projet, quoi. Donc, selon vous, en fait, c'est quand elle est enceinte, elle se sent mieux, certainement hormonalement. Ça doit l'aider. Pour certaines femmes, c'est difficile à vivre, mais pour d'autres, c'est vrai que sur un plan hormonal, il y a des femmes qui en fait se sentent mieux enceintes jusqu'à l'accouchement, jusqu'aux premières semaines de l'enfant quand ils sont encore petits, c'est ça ? Donc ça voudrait dire qu'elle a un mal-être, vous pensez ? Oui, je pense. On est à plusieurs à se dire que je pense qu'elle a besoin d'être suivie et voire soignée. Je vais jusqu'à là parce que je trouve que c'est absolument pas normal le comportement qu'elle peut avoir, quoi. Mais avant, c'était déjà comme ça ? Vous aviez remarqué cette fragilité psychologique chez votre sœur ? Oui. Déjà, lors d'un premier mariage, c'était déjà comme ça. Ça a déjà été comme ça. Donc c'est pour ça que
moi, au début, je la soutiens, je crois ce qu'elle me dit, et au fur et à mesure, je parle avec les personnes, avec son mari, les personnes qui l'entourent, et je me rends compte que je pense que le problème, il vient d'elle. Malheureusement. Et ce mal-être, elle l'a toujours eu, Marie, puisque vous êtes sœurs jumelles, vous avez grandi ensemble? Ouais, on a grandi ensemble. Bon, on a une enfance qui est, pas facile avec un père. Donc aujourd'hui, donc notre maman est décédée, on n'a plus de relation avec notre père. Donc ça n'a jamais été facile, quoi. Ça a été assez dur quand on était plus jeune. Donc on va dire la fragilité psychologique. Peut-être c'est surtout moi qui étais assez fragile, on va dire. D'accord. Elle, c'était la plus forte? Oui, des deux, oui. On était toujours comparés et c'était toujours elle qui était c'est souvent dominante. Comme ça, chez les jumeaux. Oui. Il y en a un qui prend l'ascendant. Donc c'était elle. Oui. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, elle a toujours besoin de se comparer aux autres. Un autre a 4 enfants. C'est comme un petit peu une compétition. Et elle a appris récemment que une fille à son mari, parce que bon, il est père et grand-père déjà, une fille à lui était enceinte. Et ça a fait déborder, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et moi, elle m'a dit, je lui ai dit, mais tu devrais te réjouir, être contente. Elle m'a dit que depuis qu'elle avait appris ça, elle était hyper mal parce que elle voulait un deuxième enfant de la part un deuxième enfant du deuxième mariage, quoi. Enfin, moi, je trouve que, je sais pas, ça me choque, quoi. Et depuis, c'est vrai qu'elle est pas bien, quoi. Enfin, ça recommence, ça a amplifié. Et lui suggérer d'aller consulter pour parler de son désir de grossesse? En fait, elle a déjà été consultée, mais elle n'y va plus. Soit disant que le psy ne l'écoutait pas. Quelque chose comme ça. Mais bon, moi je me dis que je pense peut-être qu'il a dû... ça c'est moi qui interprète, mais peut-être qu'il a dû lui dire des choses qu'elle ne voulait pas entendre, peut-être, je ne sais pas. C'est douloureux aussi pour vous, ce que j'entends, Marie, c'est que vous, en tant que sœur jumelle, vous avez été proche durant toute votre jeunesse, vous êtes proche encore aujourd'hui? Proche, mais pas proche comme deux sœurs. Pas fusionnelles. Ouais. Pas fusionnelles, mais on était quand même proches là. Parce que là, ce que j'entends aussi, c'est que finalement, elle n'est plus à votre écoute non plus. Voilà. Et je vous dis, là, j'ai appris il y a 2 jours que j'avais un emploi, j'ai décroché un emploi. Enfin, pour moi, c'est bien parce que ça fait longtemps que je cherche et c'est passé comme inaperçu auprès d'elle. Donc ça me fait de la peine aussi, quoi, parce que je trouve qu'elle est quand même gâtée par la vie d'avoir déjà des enfants. Moi, je n'en ai pas malheureusement, et je me dis qu'elle sait pas le bonheur qu'elle peut avoir, quoi. Donc c'est pour ça que ça me rend d'autant plus triste. Il y a eu de la rivalité entre vous? Oui, surtout de sa part. Elle se positionnait en rivale, oui. Oui. Vis-à-vis de vous? Oui, et là elle l'est avec les autres aussi, quoi. Il faut toujours qu'elle fasse un peu comme les autres. Les autres voyagent, donc elle se plaint auprès de son mari qu'il l'emmène pas faire des beaux voyages ou qu'il parte pas en week-end. Enfin, elle voudrait faire comme si elle n'avait pas les 3 enfants, en fait. Alors je me dis, mais tu veux encore un 4e, mais ce sera encore pire, quoi. Donc c'est pas très logique, sa façon de raisonner. D'accord. La question que je me pose, Marie, là, c'est que, en fait, c'est sa vie à elle. Oui, je sais. Donc vous, interférer dans tout ça, me semble pas une très très bonne idée. Même vis-à-vis de son mari. Vous ne croyez pas? Je sais bien. Mais bon, moi, je suis quelqu'un de très sensible. Et j'ai l'impression, et je vois que son mari, il est malheureux, quoi. Et ça me fait vraiment de la peine. Oui, j'entends. Ça vous fait de la peine. J'arrive pas à supporter que... Je pense qu'elle n'a pas eu encore de vrai malheur, entre guillemets. Et je me permets de dire ça, ça peut peut-être paraître cruel aux yeux des autres, mais peut-être que, voilà, elle se rend pas compte de la chance qu'elle a actuellement, quoi. Et j'ai l'impression qu'elle est toujours insatisfaite. Il faut toujours plus, toujours faire en fonction des autres, toujours avoir le plus. Et vous-même, vous sentez une situation d'injustice? Par rapport à... Dans la vie?
Non, Non. parce que moi j'ai des soucis de santé, mais j'essaye d'aller outre, parce que je sais que j'ai plus ma maman et je sais que c'est ce qu'elle voudrait, quoi. D'accord. Parce que quand vous dites elle a déjà tout, elle, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement dans cette rivalité que vous avez vécue aussi enfant, une espèce d'injustice qui s'est installée, un sentiment d'injustice? Ben non, parce que bon, moi les soucis de santé, ce que j'ai, c'est un peu de ma faute à moi, donc je me dis, moi je suis heureuse pour elle qu'elle ait 3 enfants, moi je les adore les petits, donc Des soucis de santé qui sont de votre faute? oui, on va dire, ça c'est compliqué. Hein. D'accord. Parce qu'on a rarement des soucis de santé de sa faute. Ouais, enfin, si j'expliquais plus, on comprendrait, mais je veux pas rentrer dans les détails, mais bon. D'accord. Vous savez que c'est anonyme, hein, Marie. Oui. Hein. Vous n'êtes qu'une voix et un prénom. D'accord. Donc. Enfin voilà, je souffre de TOC et ça me prend beaucoup d'énergie au quotidien, quoi, en fait. D'accord. D'accord. Vous êtes suivie, vous, pour ces TOC? J'ai été suivie il y a 1 an, mais bon, comme j'ai changé de travail dans une autre ville, le psy m'a un peu laissé tomber, on va dire, et j'ai du mal à retrouver un spécialiste, malheureusement. Et je sais qu'il faut absolument que je trouve, parce que bon, moi, j'ai besoin aussi de parler à quelqu'un, quoi. C'est important. Donc vous-même, vous êtes très angoissée par votre propre situation. Oui, tout à fait. Et donc ça me touche d'autant plus. Enfin, j'arrive pas à faire ma vie et faire abstraction de ce qu'il y a autour, quoi. En fait, je suis trop sensible, on va dire aussi. Alors Marie, moi, il me semble quand même que la priorité, c'est de vous occuper aussi de vous. Oui. Parce que qu'on me dit. Ben ouais. oui. Parce que votre sœur, c'est sa vie, c'est sa problématique. Vous pouvez être là et c'est voilà, l'amour, c'est ça, c'est d'être là pour l'autre s'il en a besoin, mais pas de faire une intrusion dans sa vie à elle et dans son couple à elle. Oui, mais bon. L'année dernière, en fin d'année, bon, elle a failli faire une connerie. Enfin, elle l'a faite, mais heureusement, ça a échoué, quoi. Donc, moi, quand on m'appelle au dernier moment pour me dire, voilà, je vais faire une connerie, c'est moi qu'on appelle, quoi. Donc, forcément, je me sens concernée. Alors que vous soyez concernée, je l'entends, Marie. Mais concernée, ça ne veut pas dire que vous portez sa vie non plus. Oui. Vous voyez ? Je sais. Et moi, je vous conseille de ne pas non plus vous entretenir trop longuement avec son mari sur votre sœur, derrière elle. Je ne crois pas que ce soit pour arranger les choses. Ouais. Vous comprenez ? Oui, je comprends. En revanche, vous devez absolument retrouver un psychiatre, thérapeute. Vous prenez un traitement ? Oui. Oui, ça me permet de me stabiliser dans ma maladie, quoi, et ça m'aide. Enfin, je me suis, on va dire, par rapport à quelques années, je vais quand même nettement mieux qu'avant, quoi. Donc, mais bon, on va dire, j'ai toujours des soucis, vous voyez, extérieurs qui font que je suis toujours obligée de m'en faire pour les autres, quoi. Donc, vous savez, ça, parfois, c'est dans ma nature. Oui, mais attention, parce que parfois, s'en faire pour les autres, c'est éviter de s'en faire pour soi-même. Hein. Oui. On peut être dans la fuite aussi, en se concentrant sur l'autre. Parce que ça évite de se concentrer sur soi. Je sais, oui. Hein? Parce que là, la priorité, c'est vous. Vous êtes mariés depuis 1 an. Vous avez ces troubles. Il faut absolument qu'ils soient pris en charge. Et continuer votre prise en charge. Et c'est ça qui compte. Oui. Et puis surtout, recommencer un nouveau travail et y rester, quoi. Ça aussi, c'est difficile. Bien sûr. Et puis peut-être vous aussi avoir un enfant. Non, ça sera pas possible. Non. D'accord. J'ai du mal déjà à me gérer, gérer le quotidien. Là, on a acheté une maison, tout ça, donc moi c'est des tocs au niveau de l'hygiène, propreté, donc ça me demande déjà beaucoup d'énergie, donc. Vous avez été suivi comment pour ces TOC ?
Alors, par un psychiatre et j'ai déjà été hospitalisée aussi, il y a quelques années, parce que j'étais vraiment mal. Mais depuis, ça va, j'ai pas été réhospitalisée et on va dire que ça se maintient. Mais bon, quand j'ai pas d'autres angoisses d'un autre côté, quoi. Mais quelle forme de thérapie vous avez suivie ? J'ai tenté de faire une thérapie comportementale, mais bon, j'avais un boulot très prenant. Je faisais 1 heure de route aller, 1 heure de route le soir, donc c'est la fatigue, tout ça. Bon, après, c'est pas une excuse, mais j'ai pas vraiment fait la thérapie qu'il fallait, quoi. Donc il faudrait vraiment que je trouve un thérapeute pour la faire, une thérapie comportementale. Ça me semble essentiel, Marie. Oui. Plus essentiel que de vous préoccuper de votre sœur. Vous ne croyez pas ? Oui. Il y a Yvan qui nous écrit une phrase qui me semble très juste. On peut être présent sans être à l'intérieur de la vie de l'autre. Oui. Il me semble que là, vous vous perdez dans la vie de votre sœur. Oui. Un peu. Mais bon, moi, je suis comme ça, je voudrais pouvoir l'aider, mais Vous ne pouvez pas l'aider. Ouais. En tout cas, c'est pas comme ça que vous l'aiderez. Vous ne pourrez l'aider que si elle vous appelle à l'aide, Marie. On peut pas aider quelqu'un qui n'est pas en demande. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Et surtout pas d'ailleurs en vous entretenant avec ses amis, son mari, en essayant de savoir le pour, le contre. Oui, mais quand c'est elle qui vient vers moi pour me dire toujours la même rengaine, quoi, moi je sais plus quoi lui dire. Alors elle me dit que je juge, elle me dit moi je ne juge pas ta souffrance, elle me dit. Alors que moi elle me rapporte des faits, moi je lui dis je te dis juste ma façon de penser, je te juge pas, c'est ma façon de penser, tu me demandes, donc je te dis ma façon de penser, et quand ça lui plaît pas, elle répond pas pendant 2 jours, elle va plus me parler, quoi. Ou carrément supprimer son compte Facebook, supprimer tous ses amis, on sait pas pourquoi, quoi, dans des accès de... Je sais pas. Bon, elle aussi, elle ne va pas bien. Non. Elle ne va pas bien. Quand vous disiez, elle a voulu... elle a fait une tentative de suicide ? Oui. Oui, donc elle est très fragile, votre sœur. Oui. Comme vous, finalement. Vous avez une fragilité, toutes les deux. Oui. D'accord. Mais bon, même si on est fragile, des fois, c'est pas pour autant qu'on doit dire plein de mal sur son mari, qu'on doit l'abaisser plus bas de terre, quoi. Enfin, moi, je trouve pas ça normal. Non, c'est pas normal, en effet, Marie, mais c'est pas à vous de prendre parti. Donc, quand votre sœur veut vous parler de son mari, vous pouvez lui dire, écoute, j'ai pas envie de l'entendre parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Oh, mais si je dis ça, oulala, ça... Oui, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Oui. Vous voyez ? Oui. Vous n'êtes pas obligé non plus d'alimenter ça. Oui. Et puis, de toute façon, je pense que quand quelqu'un veut pas se faire soigner, parce que moi, je lui ai dit, je pense que tu as besoin d'aide, quoi, mais elle veut pas l'entendre. Elle me dit, non, je n'ai pas besoin d'aide, quoi. Donc, je sais pas trop ce qu'on peut faire, mais... Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Mais vous, par contre, vous aussi, il faut vous faire soigner. Oui. Vous voyez, comme on a toujours tendance à se dériver sur l'autre. Oui. Hein? Non, mais moi je le sais, mais c'est ce que il y a pas où j'habite, il y a peu de spécialistes qui font. Hein. C'est ça qui est dommage, c'est que c'est dur de trouver des bons psychiatres en fait, enfin des bons spécialisés, on va dire. Je comprends. Bon, maintenant, vous avez des psychologues aussi, vous avez certainement des CMP. Il y a pas mal de prises en charge possibles, non ? Oui, mais bon, par rapport aux horaires de travail, quand on quitte à 18h, les CMP ils ferment à 17h, donc ça va pas. Malheureusement, c'est aussi pour ça que ça coince. Et là, c'est un travail à plein temps que vous avez trouvé ? Oui. Oui. D'accord. Et si tout va bien, je pourrais être fonctionnaire, mais dans 18 mois. Si tout va bien. Donc c'est une chance, quoi. Et enfin bon, peut-être pas par les temps qui courent, mais je veux dire, c'est une bonne place, quoi. Un peu inespérée, en fait. Ça, c'est déjà très positif pour vous. Oui. Donc ça va vous stabiliser. Oui, mais vous voyez, moi, quand j'ai des soucis, on va dire, ça me pèse dans la tête, et après, je pense plus qu'à ça, et donc, et ça me crée encore plus d'angoisse, quoi. Donc, c'est vrai qu'il faut que je pense à moi, ça, je sais. Mais je vous dis, Marie, regarder l'autre, c'est une façon de ne pas se regarder aussi. Oui. Retenez cette phrase, parce que je pense que ça caractérise un peu votre situation.
Oui. C'est-à-dire que vous-même, vous avez pas mal d'angoisse. Et vous les reportez aussi en regardant votre sœur, qui elle-même a sa problématique. Oui. Un peu en miroir, vous voyez ? Oui. Comme souvent les jumeaux. Hein. Oui. Mais là, il y a vraiment un recentrage à faire sur vous. Oui. Très clairement. Hein ? Ouais. Et puis elle, sa problématique, il faudra qu'elle la soigne aussi, parce que si vous me dites qu'elle a fait une tentative de suicide... Donc j'ai une fragilité. Elle ne veut pas. Enfin, même son mari voudrait bien faire une thérapie de couple pour qu'ils soient à deux, pour que lui puisse aussi dire les choses, mais elle ne veut pas. Elle refuse. Mais tant qu'elle refuse, il n'y a pas grand-chose à faire. Oui. Mais vous n'êtes pas responsable du couple de votre sœur, de la vie de votre sœur. Vous êtes responsable de la vôtre, en revanche. Je sais, oui. Hein Donc, il faudrait absolument que vous puissiez trouver, alors, même si c'est peut-être un peu plus loin de chez vous, en y allant peut-être le samedi, en faisant un petit peu de route, mais trouver un vrai thérapeute qui puisse vous aider dans vos tocs. Oui. Parce que c'est vrai que j'en profite pour le dire plus largement à l'antenne, mais ce sont des maladies et des vraies maladies que souvent on sous-estime, et c'est très dur à vivre. Mais bien sûr. Ouais. Parce que ça prend déjà énormément de temps, énormément d'énergie. Oui. Ça crée beaucoup d'angoisse. Oui. Donc, et justement, pour pouvoir aussi vous focaliser sur votre travail, il va falloir vous faire aider. Oui. Ça faisait combien de temps que vous ne travaillez plus, là ? Là, c'est compliqué. En fait, je suis en arrêt maladie depuis 3 mois. D'accord. J'avais retrouvé un travail, mais je suis assez en froid avec mon employeur, et donc en même temps ça a accru mes tocs, et en même temps j'ai des angoisses terribles d'y retourner. Donc j'ai cherché un autre emploi et j'ai trouvé là. Donc j'espère que ça ira mieux. Mais je pense qu'il faut vraiment là vous concentrer sur le fait de trouver un vrai thérapeute, et très vite. Ouais. Très très vite, de façon à avoir un rendez-vous le plus vite possible pour la rentrée là. Oui, parce que j'ai peur au boulot de recraquer ou d'être pas bien, quoi. Ça me fait peur. Donc c'est ça qu'il faut faire, Marie. Oui. Il faut vous reconcentrer sur vous. D'accord ? Vous voyez, finalement, la peur, elle est pour vous aussi. Oui. Ah oui, moi, les thérapeutes me disent j'ai peur d'avoir peur, et c'est vrai. Donc votre sœur, c'est sa vie. Oui. Il va falloir essayer de mettre ça un peu à distance. Oui. Pour vous occuper de vous. Et votre sœur, le jour où elle aura besoin de vous, mais elle saura que vous êtes là. Oui. Et c'est ça qui compte. Il faut que vous essayiez d'arrêter d'intervenir dans sa vie comme ça. Oui. Vous voyez ? Oui. Et puis, ce qu'elle vit, c'est entre son mari et elle. J'ai envie de vous dire, ça ne vous regarde pas. Vous êtes d'accord ? Oui, je suis d'accord. Sauf qu'elle vient quand même vers moi. Oui, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Oui, c'est ça. Oui, si ça vous dérange, à écouter, voilà. Vous pouvez lui dire, écoute, moi j'ai mes propres problèmes aussi. Oui. Donc stop. Voilà. Oui. Et j'ai pas envie que tu dises du mal, parce que j'ai beaucoup d'affection pour ton mari, donc j'ai pas envie d'entendre ça. Mais on peut discuter de tout autre sujet si tu veux, et je serai toujours là pour toi. Oui. Mais j'ai besoin aussi de me concentrer sur moi. Oui. Voilà. Ouais. Et ça me semble plus juste. Oui. D'accord, Marie ? Tout à fait. D'accord. Je vous remercie énormément, et puis je vous souhaite bonne continuation, et merci encore, Sabrina. C'est moi qui vous remercie pour cet appel, et j'espère que vous trouverez un thérapeute qui pourra vous aider, qui pourra vous suivre. Oui. D'accord, pour vous soulager en tout cas, et pour aller mieux. Merci Marie. Merci. Belle nuit à vous. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Vous êtes sur Europe 1, il est 23h. Tout de suite, le Flash Info avec Adrien Beck. Bonsoir Adrien. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. 9 personnes, dont 7 enfants entre 3 et 12 ans, ont été blessés dans une collision entre le bus d'une colonie de vacances et un poids lourd en fin d'après-midi sur l'autoroute A4 dans l'Aisne. 2 fillettes en urgence absolue ont été transférées au CHU de Reims. Le camion a heurté l'autocar qui était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence en raison d'une crevaison. Plusieurs accompagnateurs de la colonie ont également été blessés. Air France a un nouveau patron, le Canadien Benjamin
Benjamin Smith, actuel numéro 2 d'Air Canada, a été désigné ce soir par le conseil d'administration. Une nomination en plein cœur de l'été qui ne passe pas auprès des syndicats. Elle porte atteinte à la souveraineté nationale, estime Force ouvrière. De son côté, le gouvernement actionnaire d'Air France parle d'une chance pour la compagnie. Le Vatican dit sa honte et sa colère après les révélations d'une enquête américaine hier. 300 prêtres de Pennsylvanie accusés de pédophilie sur plus de 1000 enfants. Des faits prescrits pour la plupart qui auraient été couverts par l'Église. Le pape François se dit aux côtés des victimes. Ceux qui ont souffert sont sa priorité, indique le Vatican. Respect, You Make Me Feel, Think. Vous avez sans doute déjà fredonné ces quelques titres de la reine de la soul. Aretha Franklin s'est éteinte aujourd'hui aux États-Unis des suites d'un cancer du pancréas. Avec 75 millions de disques vendus, elle est la chanteuse ayant le plus grand succès au monde. Donald Trump, Barack Obama, mais aussi Paul McCartney, Elton John ou encore Céline Dion ont salué ce soir sa mémoire. La météo de votre vendredi, le beau temps revient par l'Atlantique et la Manche, éclairci sur le nord et la région toulousaine, nuages partout ailleurs. Côté température pour demain, comptez 21 degrés à Rodez et Dunkerque, 24 à Nantes et Limoges, 25 à Paris et Bordeaux, 27 à Lyon, 29 à Strasbourg et jusqu'à 31 à Marseille et Ajaccio. Merci d'écouter Europe 1, il est 23h02, le retour de la libre antenne. Sur Europe 1, Sabrina Philippe vous écoute et vous accompagne. La libre antenne sur Europe 1, Sabrina Philippe. Et nous attendons vos appels au 39 21 et puis bien sûr vos réactions, vos conseils au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. C'est Muriel qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Muriel. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me prendre. Merci. Merci d'être avec nous. Alors, je vais essayer d'être concentrée dans ce que je vous dis pour pas me disperser. Je vous ai appelé, ça fait déjà 3 ans que j'écoute votre émission, qui m'a beaucoup accompagnée toutes ces nuits et m'a fait beaucoup de bien, m'a aidé à comprendre intellectuellement des schémas qui m'empêchent de me sentir, apaisée. Oui. Mais même si intellectuellement j'ai compris certaines choses, je reste dans des travers que je n'arrive pas j'arrive pas à m'en débarrasser. D'accord. On parlait de TOC avec Marie tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de TOC petites, alors moi maintenant parce que j'arrive à les gérer. Après je pense que j'ai des troubles alimentaires, mais je ne pense pas être anorexique, il n'y a rien de honteux à être anorexique, je ne suis pas dégoûtée par les aliments, je me sens pas grosse, je mange pas des fois pendant des jours. Vous ne mangez pas pendant des jours? Ça m'arrive. Alors, pendant 2-3 jours, je grignote, mais ça m'arrive de... Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas le désir de manger. Bon, ça c'est des... Au niveau de votre poids, Muriel. Ouais. Bon, là, je pense que je suis en très faible poids, mais je me pèse pas trop, en fait, pour éviter de... Ça me stresse de me peser, donc j'évite de le faire parce que quand je vois que j'ai trop minci, ça me dérange. Mais cet été, j'ai repris du poids, enfin, j'arrive à reprendre du poids, j'arrive à gérer les TOC, tout ça, ce genre de choses. Je pense que j'arrive à les mettre à distance. Je l'ai dit à vos collègues, j'ai eu des problèmes de toxiques, mais depuis très très longtemps, depuis... Des problèmes de toxiques, avec les toxiques. Oui. Voilà. C'est-à-dire après, de toxiques, Muriel? De drogue. Voilà. D'accord. De toxicomanie. Ouais. Oui. Mais vous voyez, ne serait-ce que de le dire, le formuler, c'est compliqué, parce que j'accepte pas, en fait. Mais pendant des années, j'ai mis à distance tout ça, et depuis 4 ans, ça recommence. Alors, depuis 6 mois, j'ai recommencé à me débarrasser de tout ça, enfin, en tout cas des toxiques. Et voilà, il y a des soirs, comme hier soir, où je déconne, et j'ai 2 enfants, et j'ai des enfants qui sont géniaux, solides. Ils ont quel âge, vos enfants? Elles ont 16 et 10 ans. 16 et 10 ans, donc il y en a une qui est encore petite. Ouais. Vous êtes seule avec vos enfants ou vous êtes mariée? Non, je suis célibataire avec mes enfants. D'accord. Et je peux vous demander votre âge?
42. 42 ans. Voilà. D'accord. Vous travaillez, Muriel ? Oui, je travaille. C'est ce que je disais à vos collègues. En fait, je ne comprends pas ce que je fais. J'ai eu des moments, comme beaucoup d'êtres humains, très douloureux dans la vie. J'ai eu des choses magnifiques. J'arrive à me dire il y a un équilibre dans la vie, dans ce qui nous fait mal et des choses belles, mais aujourd'hui, j'ai ce que je veux. J'ai un métier que j'aime. J'ai fait une reconversion pro il y a quelques années. Voilà, qui me faisait plaisir à moi. J'ai changé d'un métier qu'on considérait comme mieux que ce que je fais maintenant, alors que maintenant je m'épanouis dans ce que je fais, donc je suis contente de ça. J'ai une maison où je sais que je suis à l'abri du besoin, en tout cas pour le moment. Et c'est maintenant que les choses doivent aller bien, que tout déconne. Je me sens, enfin, quand je sors de chez moi au travail, je suis bien, je me sens... J'ai l'impression d'être utile aux autres, ça me fait du bien. Et quand je suis avec mes enfants, je donne au change. Et je pense que cette année, elles ont vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas quand même. Mais voilà, quand je me retrouve seule, je suis seule et je me sens sombre. Vous comprenez ? Oui, je comprends. Et comment vous dire ? Je me sens blessée. Je ne trouve pas d'apaisement. J'ai l'impression que je ne peux pas me réparer, je ne peux plus me réparer toute seule. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut se réparer pendant un bon moment et maintenant, j'y arrive pas et je comprends des choses intellectuellement, mais je retombe toujours dans les mêmes travers. Vous voyez, je fais 3 semaines, 1 mois, 2 mois, bien, et je refais tout en l'air en 2 jours, 3 jours, et je ne peux pas me confier aux gens, je n'y arrive pas, j'ai pas été élevée comme ça. Et je pense qu'il y a des choses qui ont marqué ma vie et que j'ai laissé, enfin, je pensais les avoir surmontées. Je ne sais pas si c'est ça aujourd'hui qui me bloque. Pourquoi c'est au moment où je devrais me sentir le mieux. Et je ne veux pas passer 20 ans de ma vie qui viennent comme ça. Je voudrais trouver de l'apaisement. L'idée d'un thérapeute, je pense que de toute façon, dans l'absolu, c'est nécessaire, mais je n'arrive pas à m'autoriser à aller voir un thérapeute. Et pourquoi ça ? Vous n'avez jamais consulté, Muriel ? Deux fois, une fois quand j'avais 21 ans. Mais c'était une seule séance, j'y suis jamais retournée. Parce que, je sais pas, ça m'angoisse. Je vous appelle vous parce que votre émission m'a aidée beaucoup et que j'ai compris des mécanismes qui sont évidents mais que quand on pense soit à des choses on les voit pas. Donc je sais que c'est utile mais j'arrive pas pour le moment à... Et puis je me vois pas faire une thérapie de 10 ans, 15 ans, je vois pas faire ça. Une thérapie ça dure pas forcément 10 ans, 15 ans. D'ailleurs comme souvent je le dis, en tout cas c'est mon avis de professionnel. D'accord, les résultats doivent quand même arriver assez rapidement, même s'il y a des phases plus difficiles en thérapie. Oui. Hein mais il ne s'agit pas de faire une thérapie, disons, 15 ans. En revanche, avec toutes les problématiques que vous m'expliquez, vous êtes quand même en train de me dire que vous avez lutté toute seule, sans vous faire accompagner ? Mais moi, j'ai été adoptée quand j'avais 4 ans par une famille très, très bien. Mes parents étaient d'une génération plus âgée que ceux des autres, donc c'était une éducation plus, comment vous dire, on m'a appelé le brave petit soldat, on ne se plaint pas. Mais le problème, c'est que c'est pas se plaindre, c'est que du coup, j'ai cumulé beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas être reconnue dans ce que j'ai vécu. Et je sais pas vers qui me tourner et ça pollue mes rapports aux autres. Je vois plus mes amis depuis 5 ans parce que je ne veux plus les voir. Je vois plus mon père parce que je ne veux plus le voir parce que j'ai peur de tout leur balancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'ils se retrouvent face à quelqu'un qui n'est pas la personne qu'ils ont connue toute leur vie. Je me sens seule en fait. Je me sens pas entendue. J'étais en colère depuis 2 ans, tout le temps en colère. Ma colère est passée. Elle a été utile, je pense, au début. Elle m'a fait du bien. Ça m'a aidé à comprendre que j'avais le droit aussi de râler. Mais au jour d'aujourd'hui, elle est destructrice, cette colère. Je ne sais pas comment l'évacuer. Je me dis que je vais me remettre au sport, que je vais faire des choses qui vont me... Mais je sais que psychiquement, je sais pas. Il y a un soir de novembre où
j'étais désespérée. Et c'est un sentiment que j'ai plus depuis la naissance de ma première fille. C'est un sentiment que je ne ressentais plus. Et je l'ai ressenti à nouveau et ça m'effraie en fait. Ça vous fait peur? Ouais. Bon, Muriel, qu'est-ce que vous auriez envie de leur balancer, comme vous dites, que vous n'avez jamais balancé? C'est difficile parce que mon père, c'est quelqu'un de... Ils ont beaucoup souffert, mes parents adoptifs. Et c'est difficile, je veux pas leur en vouloir. Et en même temps, je vois des choses aujourd'hui, je pense que c'est l'âge, je pense que votre émission aussi nous autorise à voir des choses de lui. Oh, c'est dur de me dire ça. J'ai subi un viol quand j'avais 7 ans. Mes parents l'ont toujours su. Et je n'en ai parlé je l'ai écrit une seule fois. J'ai écrit à mon père parce que j'avais besoin de lui dire, que ce soit dit. Et il n'a pas balayé d'un revers de la main, mais comment vous dire? En gros, il me dit oui, mais il faut continuer, c'est la vie. Mais moi, j'ai toujours fait que ça, en fait, de continuer. Et qui a été l'auteur de ce crime? Un employé de mon grand-père. Un employé de votre grand-père. D'accord. Et j'ai reçu un viol à 20 ans. Mais je pense que j'ai une partie de responsabilité parce que je me suis retrouvée embarquée dans un truc où j'ai dit oui, ni non, et puis voilà, le fait d'avoir des toxiques à cette époque-là et de l'alcool, ça, comment dire ça, j'ai longtemps, comme si c'était pas un viol collectif et comme si je l'avais voulu, et maintenant, en vieillissant, je sais que c'est pas la réalité, mais ça, je pense que je l'ai dépassé. J'en veux pas aux hommes, je suis pas, comment dire, Muriel, reprenez votre souffle, si vous avez... Non, mais pas du tout, c'est pour vous. L'idée, c'est pas que ça vous épuise de parler comme ça. Si vous avez un peu d'eau à votre portée, n'hésitez pas à boire quelques gorgées d'eau, pour pouvoir vous reprendre un petit peu. Bon. Là, vous parlez d'événements extrêmement lourds. Vous avez subi 2 viols. D'accord. Certainement que... Bon, il y a déjà votre adoption. Vous savez ce que vous avez vécu avant vos 4 ans? Un petit peu. Un petit peu? Ça a été difficile, vous en souvenez? Je me souviens de ma nourrice. Je me souviens pas de ma mère, elle m'a gardée pendant 1 an et demi, je crois. Mais elle était très jeune, elle a fait des foyers. Je me souviens bien de ma nourrice. J'ai des flashs, mais c'est positif, c'est pas... D'accord. Il y a des choses qui me font mal, des souvenirs, parce qu'on est allé les voir avec mes parents adoptifs 2-3 fois après mon adoption plénière, une fois qu'elle a été jugée. Et je me souviens d'un petit garçon qui était là. Et une des filles se moquait de lui parce qu'il faisait pipi au lit, et je regardais mes parents et j'étais très inquiète parce que j'avais peur qu'ils disent que c'était pareil pour moi, vous voyez. C'est des petites choses comme ça, mais j'ai toujours vu ça en plutôt positif. Après, j'ai toujours été accompagnée depuis mon adolescence par l'image de ma mère de naissance. Ça a créé la relation avec ma mère adoptive, on est devenus des étrangères à ce moment-là. Mais bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. Mais mes parents, je les juge pas, je leur en veux pas. Je pense qu'ils souffraient, mes parents aussi. Mais moi, j'avais pas compris non plus. Mais on disait pas ces genres de choses. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais pas dans ce rapport-là avec eux. J'ai un lien qui est très différent avec mes enfants, par exemple. J'ai pas le même âge, on est très liés, très complices. J'avais pas ce lien-là avec mes parents. On a eu une belle histoire. Hein. C'était une belle histoire quand même. Mais aujourd'hui, bon voilà, mon père il est âgé. Je sais pas. Je voudrais lui dire que voilà, on peut pas. J'ai eu des tocs longtemps enfant. Alors on parlait pas beaucoup de psychologie parce que c'est pareil, c'était pas quelque chose qui était très apprécié chez moi, mais il y a des choses qu'on voyait. J'ai passé ma vie à me mettre en échec. J'ai repris des études après pour me prouver à moi-même que je n'étais pas idiote. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a construit quelque chose de... Je sais, grâce à votre émission, qu'on a tous notre place, qu'on se vaut tous les uns les autres. Je l'ai compris il y a quelques mois. Je trouve ça hallucinant. Et c'est positif. Mais bien sûr, c'est positif. Vous avez, Muriel, on va pas nier, vous avez une grande souffrance en vous, et ce depuis très longtemps. Une souffrance qui a d'abord été générée
par votre adoption, et ensuite qui a été majoré et grandement par ce viol que vous avez subi à 7 ans, d'accord ? Beaucoup de personnes qui subissent des viols et des incestes, des attouchements, ont des troubles du comportement alimentaire par la suite. D'accord. C'est très fréquent, d'accord ? Bon. Je savais pas. Donc, c'est ce qui se joue. Et je pense que bon, vous ne vous pesez pas, mais vous me dites quand même que vous êtes très maigre, donc vous devez mettre quand même votre santé en danger. Et si en plus, par-dessus, vous prenez de la drogue, forcément, vous êtes en train de vous mettre en danger. Ouais, c'est ça, j'avais tout compris, c'est ça qui me fait peur. Bon. Et j'ai envie de vivre, hein. J'ai pas envie de... Moi, j'aime la vie, je suis reconnaissante à la vie, j'ai envie de vivre. Vous avez envie de vivre et ça, c'est le principal. D'accord. D'ailleurs, il y a un message de Ludovic qui dit « Muriel est tout de même très courageuse. Je parle en connaissance de cause. Il faut qu'elle se force à parler de tous ses problèmes, ça lui fera le plus grand bien. » Oui, mais pas à ma fête, pas à mon père, par exemple. Cet homme-là, il a un certain âge. Il a souffert quand ma mère est morte. Je me vois pas, moi, lui faire ça. Non, ce serait renier tout ce que j'ai fait. Dans un premier temps, Muriel, ça, vous verrez ça par la suite. Oui, il faut absolument vous faire suivre en thérapie. C'est un impératif. Ok. D'accord ? Ok. Il faut que vous trouviez quelqu'un de confiance. Alors ça, c'est très important aussi. Vous avez un premier rendez-vous, vous vous sentez bien, vous vous sentez pas bien. Si vous vous sentez pas bien, vous allez voir quelqu'un d'autre. D'accord. C'est très important de se sentir en confiance. C'est une rencontre avec un thérapeute. Et il faut se comprendre. D'accord. Et on peut pas comprendre tout le monde. C'est pas parce que c'est un spécialiste qu'on va le comprendre, qu'on se sent en confiance. D'accord. Donc vous devez trouver une personne de confiance avec qui vous allez faire un travail. D'accord. Certainement un peu d'hypnose aussi, ou de MDR, parce que ce sont des chocs traumatiques que vous avez vécus. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est la thérapie cognitive, c'est ça ? Non. Alors là, c'est pas de la thérapie cognitive. C'est MDR, c'est le mouvement des yeux. C'est le mouvement des yeux ou de l'hypnose. Mais vous avez des psychothérapeutes qui pratiquent les deux ou qui pratiquent une de ces ces spécialités. Il faut trouver quelqu'un qui puisse vous prendre dans une prise en charge globale. D'accord, il y en a de plus en plus aujourd'hui. Hein. Et c'est très important qu'enfin... Oui, mais de toute façon, je sens bien que j'y arriverai pas toute seule. Mais c'est normal, Muriel. C'est normal. Ça n'a rien à voir avec une question de force, de courage ou de volonté. Oui. D'accord ? Oui, je comprends. Ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas vous analyser vous-même. Oui, non, mais c'est sûr. Ce n'est pas possible. Il y a des choses que vous ne voyez pas et vous ne les verrez pas de toute façon. Et vous avez besoin d'être soutenu, vous avez besoin d'être aidé. C'est ça aussi. J'ai besoin qu'on m'écoute. Je le sens. Je le sens. Bien sûr. Bien sûr. Déjà, il vous a fallu beaucoup de force pour tenir jusque-là. Oui. Mais je me dis, voilà, on a 40 ans, je pense que là, je pense à un tout. Et je veux les années qui viennent. Puis je veux pas transmettre à mes enfants. On transmet des choses, mais je veux pas leur transmettre trop de mal-être. Vous voyez ce que je veux dire ? Elles m'ont vu bien toute... Cette année, ma fille aînée, elle a dit, moi, j'ai toujours dit, mes copines, je voyais jamais ma mère pleurer. Maintenant, tu pleures tout le temps. J'ai passé une année à pleurer. Je sais pas, je veux pas leur transmettre trop de choses négatives. Et je veux les accompagner longtemps. Donc, il va falloir vous faire aider très sérieusement. Et très sérieusement, c'est pas une séance. D'accord ? C'est une séance par semaine. Et peut-être aussi, Muriel, qu'il va vous falloir un petit traitement médicamenteux pour vous aider. D'accord ? Un antidépresseur, peut-être. J'ai eu du Zoloft pendant... Quand ma mère est tombée malade, j'ai demandé à être aidée à ce moment-là, parce que je savais que ça allait être compliqué sinon. Mais oui, j'ai eu du Zoloft pendant un an, mais c'est vrai que ça m'a fait du bien. Bon. Donc il faut avoir un traitement médicamenteux, mais pas que. Parce que en fait, c'est intéressant de prendre un antidépresseur si on se sert de ce mieux-être pour comprendre des choses et pour changer sa vie. Si on ne prend que l'antidépresseur et qu'on ne met rien en place à côté, quand on arrête l'antidépresseur, on revient à la case départ.
D'accord ? Donc l'antidépresseur, ça doit être un levier pour pouvoir se transformer. Ouais. C'est pas de la faiblesse. C'est absolument pas de la faiblesse, Muriel. D'accord ? Avec tout ce que vous avez vécu, tenir déjà jusque-là, moi je vous tire mon chapeau. Mais vous me faites du bien. Vous savez que ça me fait du bien d'entendre ça. Merci, mais ça me fait du bien. Mais vous n'êtes pas obligé de lutter seul. Vous comprenez ? Ouais, je comprends. Je comprends. C'est ça que j'avais besoin. Je comprends. De toute façon, j'y arrive pas. Mais c'est normal, Muriel. Ouais. C'est normal. Okay. Donc dès demain, peut-être dès lundi, parce que là, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont en vacances, mais tout le monde va commencer à revenir la semaine prochaine. Ouais, je vais appeler. D'accord. Ouais. Vous allez appeler. Et puis vous allez aussi prendre rendez-vous avec un psychiatre, d'accord, qui va pouvoir vous prescrire un antidépresseur adapté, de façon à ce que vous ne touchiez plus à la drogue. Ouais. D'accord, ça c'est très important aussi. Oui, je sais que ça devient pas possible. Ok. D'accord. Et vous allez vous en sortir parce que vous êtes très forte. Oh, c'est gentil. Parce que si vous n'aviez pas été très forte avec tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez subi, vous n'en seriez pas là. Oui, mais je vous remercie. Et je vous remercie aussi de ces 3 ans, c'est aussi grâce à vous que je prends mon téléphone, je vous appelle et c'est toutes votre collègue et tout ça. Humainement, c'est un truc de fou ce que vous faites. Je vous l'assure. Mais ça ne suffit pas, Muriel, de nous écouter. D'accord ? Il y a beaucoup de SMS qui arrivent pour vous encourager. D'accord. Ok, c'est gentil. Elisabeth de Besançon qui vous écrit « Prenez soin de vous pour avancer, pour accompagner vos enfants, parce que vous aimez la vie, parce que vous avez de belles choses à vivre, avec toute mon affection. » Merci. Martine vous écrit « Je suis très remuée par l'intervention de Muriel. Je souhaite de tout cœur qu'elle parvienne à accepter de se faire aider. » D'accord ? Oui, c'est adorable. C'est gentil. Mais je vais le faire. Vous allez le faire ? Oui, vous allez être un moteur, ce moteur. Bon. Il me faut un déclic. Bon. Je vais le faire. Bon. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, Muriel. Je vous souhaite beaucoup de courage et ça va aller. Ça va aller. Ouais. Merci beaucoup. Plein de courage à vous. Merci, Sabrina. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Europe 1. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out of the dark. The scars of your love remind me of us. It
La reine de la soul qui nous a quittés aujourd'hui, à qui nous rendons hommage, Aretha Franklin, Rolling in the Deep. Europe 1. Et nous attendons vos appels au 39 21. La ligne est ouverte. C'est Christine qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Christine. Oui, bonsoir Sabrina. Bonsoir. Oui. Alors. Je raconte alors. Bah oui, vous nous racontez. Voilà. Alors, voilà, j'ai rencontré un homme en janvier et depuis janvier, il y a eu 4 ruptures et puis donc 4 reprises et pour moi, c'est une situation que j'ai jamais vécue parce que d'habitude, quand il y a une rupture, il peut y avoir une deuxième chance et puis après, je sais pas, je suis sûre de moi, ça va plus. Et puis là, c'est vrai que je reconnais que je suis pas dans la même situation. On se plaît tous les deux, on a envie de recommencer, mais et alors il faut savoir aussi que c'est un homme qui pour son travail part régulièrement. Ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et c'est de là un peu que vient le problème. C'est parce que les ruptures, elles venaient toujours d'un manque de nouvelles de sa part. Donc quand il part comme ça, je demandais très très gentiment de me donner des nouvelles, un petit SMS, un coup de fil, enfin. Et ça arrive des fois qu'il me donne pas de nouvelles une journée. Et alors moi, ce qu'il y a, c'est que je pense que j'ai tort d'être toujours dans l'attente. Je suis dans l'attente du coup de fil, du SMS qui vient pas, et puis plus le soir approche, et puis plus je suis submergée d'émotions. Vous avez du mal à gérer la distance ? La distance peut-être un peu, mais surtout le fait de ne pas avoir de nouvelles tous les jours. Alors je dis pas 3 fois par jour, mais au moins 1 fois par jour. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, votre compagnon ? Oui, il est dans la police. D'accord. Et il est amené à partir comme ça pour des missions ? Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis là, c'est encore pire parce que c'est carrément 5 semaines. Et puis moi, j'étais partie 1 semaine plus tôt, donc ça fait une coupure de 6 semaines entre nous. Et puis là, hier, il m'a annoncé parce qu'il avait prévu de faire les vendanges et d'habitude c'est au mois de septembre et puis là c'est bien avancé puisque il fait beau et tout ça et du coup il revient et il repart aussitôt. Alors j'ai pris sur moi pour pas me mettre comme d'habitude, pour pas être submergée. J'ai réussi à peu près à gérer un peu mieux hier. Et c'est pas facile pour moi parce que je réagis toujours de la même façon, quoi. Et puis je doute, voilà. C'est surtout ça, je doute, je mets tout en doute. Vous êtes rencontré comment avec cet homme ? Sur Internet. D'accord. Donc vous êtes rencontrés en janvier ? Oui. Et vous êtes tombés amoureux ? Tous les deux ? On s'est beaucoup plu, quoi, mais moi, je pars toujours assez vite dans les histoires et lui, il a l'air de vouloir prendre son temps, surtout par rapport à sa dernière liaison. Il a envie de prendre du temps pour lui. Bon, ça, il me l'a pas dit tout de suite. Et puis moi, je pensais pas lui en parler. Et maintenant, je comprends et j'accepte, mais j'ai du mal, voilà, quand une journée se passe sans avoir de nouvelles. Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment ça se passe depuis janvier. Donc, vous êtes rencontrés et vous voyez à quelle fréquence ? Est-ce que vous habitez ensemble ? Est-ce que vous avez chacun votre domicile ? Oui, chacun son domicile. On a la chance de ne pas avoir beaucoup de distance entre nous. Donc, il vient, c'est plutôt lui qui vient comme ça, la soirée. Ou... Vous voyez à quelle fréquence à peu près ? Ça, c'est difficile à dire, c'est tellement irrégulier. Quand il est là, vous voyez souvent ? On peut se voir un petit peu tous les jours. Voilà, mais c'est vrai qu'il a du mal à me dire quand il va passer sans donner une heure fixe, mais
moi, je pense que dans cette... Enfin, je sais pas, ça se trouve, il sait qu'il va venir demain, mais le soir, on se quitte. Et puis, j'ose pas lui demander, on se voit demain, parce que je veux lui laisser une certaine liberté. Et puis après, ça me pèse, parce que le lendemain, je suis là, j'attends, j'ai pas de nouvelles, je sais pas s'il va venir. Vous voyez, c'est... Et il est comment avec vous quand vous dites qu'il ne vous donne pas de nouvelles une journée, les autres jours, ça se passe comment? Quel message il formule? Quel message a... Il vous dit que vous lui manquez? Il vous dit des choses gentilles? Oui, il n'y a pas de souci, ouais. Vous le sentez quand même amoureux? Oui, je pense, ouais. Ouais, il est très sensible, et puis d'un autre côté, si je pèse pas mes mots, il se durcit très vite. Donc faut que je fasse très attention, faut surtout pas que je lui dise, écoute, je sais pas, je compte pas pour toi, par exemple, tu vois, vous voyez, ça faut surtout pas que je le dise, ça j'en ai conscience, j'arrive à faire attention à ce niveau-là, mais c'est mes émotions qui sont là, et puis comme je vous dis, je doute, je me dis, est-ce que je fais bien de continuer avec lui? Est-ce que je compte vraiment pour lui? Est-ce que ça va être toujours comme ça? Enfin, parce que pour le moment, on n'a pas vraiment vécu, vous voyez, 3 jours d'affilée ensemble. Ah oui, depuis janvier. Oui. Oui, c'est toujours des morceaux, et puis après... Vous n'avez pas fait de week-end ensemble? Vous n'êtes pas partis ensemble? Non, pas pour le moment, non. Non, et puis entre lui qui partait, comme je vous dis, ça peut être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis nos petites ruptures qui se mettaient quand il revenait, enfin ça tombait à chaque fois. Donc voilà, le temps a passé comme ça, mais malgré tout, je sens qu'il y a quelque chose qui se crée, il y a une envie de la part des deux, mais... Alors, donc je vous disais hier, il m'a annoncé, enfin c'est moi qui lui ai demandé, je lui ai demandé s'il avait des nouvelles des vendanges, et puis il m'a dit, oui, il m'a dit ça commence même avant son retour, mais il peut pas revenir avant. Donc ça veut dire qu'il va rentrer un soir, là on va se voir, et puis le lendemain il va repartir aussitôt. Bon ça, moi il y peut rien, puis j'y peux rien, mais... Et puis aujourd'hui, je pensais qu'il allait être attentionné, m'envoyer un petit SMS, tout ça, et rien du tout. Et j'ai attendu 22h30 pour l'appeler. Et comme il n'a pas répondu, il m'a rappelé après. Et il y a des nouveaux collègues qui étaient arrivés, et puis voilà, il était avec eux. Alors je lui ai dit, quand même, tu penses pas à moi, tu te rends compte, enfin, vous voyez, je fais attention à être très douce parce que sinon il prend vraiment mal les choses. Quand vous disiez les précédentes relations que vous avez eues, vous avez quel âge, Christine? J'ai 57 ans. 57 ans, d'accord. Les précédentes relations que vous avez eues, comment ça s'est passé? Vous aviez la même problématique ou pas du tout? Alors déjà, moi, ça fait 20 ans quand même que je suis séparée. Oui. Et en 20 ans, oui, j'ai fait des rencontres, mais comme je dirais, naturelles. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais que la vie me présente des gens. Donc ça a été assez espacé. Et puis ça durait pas très très longtemps. C'est toujours moi qui coupais, parce qu'à un moment, je sais pas, je trouvais que ça n'allait pas, que... Peut-être que j'étais pas prête, j'en sais rien, vous voyez, je dis beaucoup des peut-être que... Bon, c'est bien, vous êtes dans le doute. Quand on est dans le doute, on avance toujours. C'est les certitudes qui nous bloquent, souvent. Ah bon, alors moi, pour douter, je suis très forte. Très forte, mais alors c'est des doutes assez forts, quoi. Bon, ça dépend sur quoi portent les doutes, hein. Bon, donc vous avez eu des relations comme ça qui n'ont pas duré? Ça? Oui, avec du recul, je me dis que non, il manquait quelque chose. Je suis toujours tombée sur des personnes très correctes. Là, je peux pas me plaindre. Et puis là, je voulais un petit peu forcer le destin. Et puis c'est comme ça que c'est la première fois que je me mettais sur Internet. Et puis, le site. Et puis voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et là, c'est pas pareil que les autres fois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change? Parce que je vous dis, une rupture, on se remet ensemble, une deuxième, on se remet ensemble. Et puis... Alors, c'est vous qui provoquez les ruptures? Ou c'est lui? Les deux, parce que moi je me bloque, et puis
et puis lui, ça le bloque aussi. J'ai l'impression qu'on fonctionne pareil, on devrait se comprendre, et pourtant... Mais qui dit ça suffit? Qui dit je m'en vais? Non, c'est-à-dire que s'il n'a pas donné de nouvelles, le lendemain, je lui reproche gentiment, et puis il sent que je suis mal, et puis ça le bloque aussi, et puis on se pose des questions chacun de notre côté, et puis il n'y a pas de nouvelles pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, voilà. Et qui revient? C'est pas toujours le même. D'accord. Ouais, je suis très étonnée de cette relation. Donc lui aussi, il revient. Après 4-5 jours, il revient vers vous. Ça peut être lui, ouais. Puis même, il y a eu une fois, on s'est croisés 2 fois dans la rue. On était en rupture et on se croise. Et alors, quelle était son attitude? Souriant, gentil, très doux. Ce qui m'embête avec lui, c'est faux. Bon, moi je veux bien peser mes mots, faire attention à ça, parce que il m'a dit que son premier mariage, ça avait cassé à cause de ça. Elle s'emportait facilement, elle criait, et puis ça, il veut pas. Donc ça, je peux gérer, mais je me dis, je dois quand même lui montrer que je suis pas bien. Et ce soir, là, le fait qu'il m'ait pas appelé, il m'a quand même appelé, et puis j'ai senti que, parce que je lui dis, je me suis inquiétée, je me suis dit peut-être qu'il aurait pu t'arriver quelque chose, ou alors je me suis dit c'est peut-être ton téléphone. Non, il y avait rien. Le matin, il a fait le footing, après il a travaillé, puis après il y avait les collègues, et puis je lui dis, alors là, il s'en rend compte, il me dit, je suis désolée, je te prie de m'excuser. Je lui dis, oui, mais écoute, je te l'ai déjà dit, arrête de me faire ça quand même. J'ai l'impression qu'il en tient compte, mais... Dites-moi, Christine, vous, dans votre vie, indépendamment de cet homme, vous travaillez? Ah oui. Oui, votre travail vous plaît? Oh oui, puis je suis à 2 ans de la retraite, là, donc... D'accord. Donc vous avez une vie satisfaisante de votre côté? Vous avez des amis? Vous faites des activités? Ah oui, aujourd'hui j'étais avec une amie l'après-midi, mais ça m'empêchait pas d'attendre son... Voilà, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que je suis trop dans l'attente, C'est pour ça que je vous posais ces questions, Christine. Non, je vis pas toute seule comme une recluse, mais ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, quand je suis dans une période où je connais personne, j'ai pas de compagnon, je peux passer un week-end, surtout l'hiver, seule à la maison, je me repose... Et ça me pose pas de soucis. Mais si j'ai quelqu'un en tête, là j'attends. J'attends des nouvelles. Je sais pas, je me dis que ça doit être normal quand même. C'est-à-dire que c'est ça que j'essaie de déterminer avec vous, cette position d'attente. Ouais. Est-ce que vous l'avez eu avec d'autres relations? Ou pas? Moins fort quand même, moins fort. Parce qu'avec les autres, c'était pas pareil. Il y avait un peu de distance. Parce que j'habite à la campagne, donc c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un tout près. Et du coup, c'était régulier, c'était les week-ends. Voilà, on se voyait les week-ends. Il n'y avait pas... D'accord. Ouais, je me demande s'il est un peu égoïste. Et vous n'avez pas de projet ensemble? Vous vous êtes pas dit, tiens, on va aller se faire un petit week-end tous les deux, on va se faire des vacances? Il n'y a pas de projet? Si, il en a un pour moi quand il va rentrer, quand il sera libre, quand il aura fini tout ce qu'il a à faire, là. Si. Il m'a proposé quelque chose, j'ai été... ça m'a fait quelque chose, quoi. Qu'est-ce qu'il vous a proposé? Alors, d'aller... j'habite dans l'est de la France, et puis d'aller en Allemagne, là où il va régulièrement. Mais d'habitude, parce que là, ça fait 4 ans qu'il est seul, et il y allait plutôt 1 semaine, 10 jours. Et là, moi, comme je vais reprendre le travail, ça va plus être possible d'y aller 1 semaine. Et donc, il va se priver d'une partie de ses vacances pour y aller juste un week-end avec moi.
Donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Je me suis dit, quand même, c'est pas rien, quoi. J'étais même désolée. Je me suis dit, je suis désolée de lui priver d'une partie de ses vacances. Et vous allez chez lui de temps en temps ? Non, parce que provisoirement, après sa dernière rupture, c'était une maison en commun qu'elle habite toujours. Enfin bon, il est retourné, il a trouvé cette solution provisoire de retourner chez sa mère. D'accord. Et vous l'avez rencontré, sa maman ? Non, pour le moment non. Je vous pose ces questions parce que vous êtes sûr qu'il est libre ? Oui, je pense. Il est vraiment honnête quand je pose une question. Vous voyez, ce soir, il aurait pu me dire qu'il a vu quelque chose, et puis non, il me dit « Oh, c'est parce qu'il y a les collègues, la relève qui est venue, et puis voilà, on était en train de boire un verre. » Enfin, franchement, je pense pas. D'accord. Ça serait bien de vous en assurer quand même. Ah, je sais pas comment. Tout simplement en voyant où il vit. Ça me semble assez légitime après tous ces mois de relation. Oui, non, mais je sais qu'il est chez sa mère. J'ai déjà vu sa voiture. D'accord. Non, parce il semble très absent. C'est pour ça que je vous voilà, c'est suggéré aussi par les SMS qui arrivent. Ah oui. Ouais, mais je sais, les gens pensent toujours comme ça, mais non, franchement, je pense pas, non. D'accord. Non, c'est déjà Edin, c'est son travail, et de deux, ça, quand il est en congé, moi je travaille. Jusqu'à maintenant, c'est jamais tombé nos vacances n'ont jamais tombé en même temps. Et pourtant, moi j'en ai aussi, mais. Écoutez, Christine, que vous soyez dans l'attente, ça c'est sûr. D'accord. Peut-être un peu de trop alors. Alors, c'est ça que j'arrive pas à déterminer, si vous voulez. Ouais. Alors peut-être que là, ça va aller mieux, il va vous proposer des projets, peut-être que vous allez vous rapprocher. Parce que, en effet, un couple, ça se nourrit de projets. Ouais. Donc si cet homme ne se projette pas... Si, je pense qu'il se projette parce que il m'a dit, l'an prochain, je tiendrai compte de tes vacances pour ne plus partir comme ça. Alors, du coup, je lui ai dit, ah bon, tu te projettes aussi loin, toi D'accord, donc c'est juste un indépendant, alors ? Je pense que il a eu trois femmes, 3 liaisons, et je crois que là, je sais pas, ça a été une prise de conscience. Il a envie de vivre pour lui, là, comme s'il a fait trop pour ces femmes-là, et puis je me dis, puis voilà, ça tombe sur moi, quoi. Alors moi, je veux bien essayer de gérer, mais ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, je me suis mis en tête que c'est pas joli comme expression, mais je l'attends au tournant, quoi. C'est-à-dire que quand il va rentrer, là, il faut absolument que je vois maintenant un petit peu plus d'intérêt, quoi, de voir s'il me donne plus, s'il m'accorde plus de temps. Mais ça, c'est légitime, hein, Christine, que vous attendiez ça. Ouais, surtout au bout. Là, ça fait déjà 8 mois, quoi. Normalement, une relation, ça doit être évolutif. Et ça doit évoluer dans le bon sens. C'est-à-dire, en effet, on passe du temps ensemble, on fait des projets ensemble, on prévoit des vacances, des week-ends ensemble. Ouais. Voilà. Donc, si ça ne va pas dans ce sens-là, en effet, votre inquiétude est légitime. D'accord ? Maintenant, qu'il ne vous appelle pas un jour, qu'il ne vous donne pas de nouvelles, s'il est en effet en mission, s'il fait un travail qui est très prenant, ça peut arriver. Ça, c'est pas significatif. Non, de toute façon, même les missions, c'est toujours 8 heures par jour. Hein. C'est pas des... C'est ou l'après-midi ou le soir. D'accord. Ouais, ça c'est... Bon, peut-être que c'est pas non plus, il y a des personnes qui communiquent plus que d'autres. Mais en tout cas, le fait de faire des projets, le fait d'éventuellement envisager une vie commune, ou voilà, ça, ce sont des signes qui ne trompent pas. Donc ça, vous allez pouvoir le voir à l'avenir. Ouais. Vous voyez ? Oui, il m'a dit, il m'a fait comprendre à 2 reprises que là, il voulait prendre son temps. Parce que je pense
que d'après ce qu'il a pu me dire, parce qu'il il est assez discret, mais je pense que c'est beaucoup de pudeur, franchement. Je pense. Et il s'est engagé peut-être un peu vite dans les autres relations. Et... Ouais, enfin, au bout de 8 mois, on prend quand même pas mal son temps pour connaître quelqu'un. Oui, voilà. Bon, là-dessus, comme ça, vous êtes clair. Oui. Bah oui. Moi, on ne parle pas de 15 jours. Moi, au bout de 8 mois, on commence à connaître la personne. Quand même, il y a des choses qui s'installent quand même. Oui, je pense que c'est le cas. Alors, Christine, juste, il y a une question aussi. C'est est-ce que cette relation vous convient telle qu'elle est ? Parce que c'est d'ailleurs une question de René. Et elle a tout à fait raison. Ce qui compte aussi, c'est est-ce que cette relation vous convient ? Est-ce que son mode de fonctionnement vous convient ? Et a priori, la réponse pour l'instant n'est pas vraiment oui. Non, ça m'angoisse, ça me stresse. Bon, donc si vous êtes angoissé et que vous n'avez jamais vraiment été angoissé comme ça sur d'autres relations, c'est probablement parce qu'il y a quelque chose dans cette relation que vous vivez actuellement avec lui qui ne vous correspond pas. Oui, mais pour le moment, je peux pas prendre de décision parce que là, son retour maintenant approche et je viens d'attendre plus de 5 semaines là et je voudrais voir maintenant à son retour comment ça va évoluer. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Est-ce que ça va être évolutif ? C'est ce qu'on disait. Donc vous verrez plus tard et n'hésitez pas d'ailleurs à nous rappeler pour nous dire un peu comment ça évolue. D'accord ? Oui. Ok, Christine. Oui, je me mets toujours une pression comme ça. Apparemment, vous tenez à cet homme en tout cas. Oui, puis lui à moi aussi. Puis je pense qu'on a évolué, mais ça va pas vite. Et... Bon, il prend peut-être son temps en effet, mais le principal c'est qu'il y a une évolution. Ouais, d'accord. C'est ça qui compte. Ouais. Parfois on n'évolue pas au même rythme, mais il faut quand même la voir cette évolution. Ah ouais, d'accord. D'accord ? Bon, je vais prendre sur moi parce que je prends quand même beaucoup sur moi mais c'est parce que je pense que ça vaut peut-être la peine quand même. J'ai l'impression que vous avez envie de la vivre en tout cas cette relation-là. Ouais, c'est vrai, vous le sentez bien. Oui, c'est quelqu'un qui vous plaît. Oui, puis je lui plais aussi. Il sait me le dire. Pas toujours le montrer, voilà. C'est. Bon. Si c'est sa façon de fonctionner, en effet, il y a un SMS qui arrive aussi, peut-être qu'il cloisonne parce que son travail est difficile. Sa façon de fonctionner, il va falloir vous y habituer. Parce que ça ne changera pas par contre. S'il est dans cette indépendance, il cloisonne parce que quand c'est le travail, il ne changera pas. Oui, puis ça lui plaît malgré tout ce travail, quoi. De partir comme ça, ça lui plaît quand même. Ouais. Oui, ça lui plaît. Il aime bien être en mouvement, il aime bien faire des choses différentes, manifestement. Ouais. Pour une nature un petit peu angoissée, c'est pas facile. Oui, il a une petite âme d'aventurier un peu quand même. Un petit peu, ouais. Oui. Ah bah oui, alors, il va falloir vous y habituer si vous restez avec lui. Parce que ça, il changera pas. Oui, lui, pour lui, la retraite approchera aussi, mais on n'a pas 20 ans tous les deux quand même. Oui, mais peut-être qu'il fera d'autres choses après la retraite, vous voyez ? Parce que on l'a dans l'âme, ça. Quand on aime bouger, on aime faire des choses différentes, on aime explorer, on aime se mettre un peu, peut-être même en danger. C'est des choses qui restent, ça. Donc, il faudra vous habituer à ce tempérament-là. Voilà. Mais là, je vais juste veiller à ce qu'on ait un peu plus de projets. Et de temps, en effet, ensemble. Oui. Ouais. Mais c'est important aussi, Christine, qu'ils ne vous sentent pas en attente permanente. Parce qu'attention, ça tue le désir, ça. Oui, je sais, je fais attention, mais je sais pas, malgré tout, ce qui transparaît, quoi. J'ai l'impression que ça transparaît beaucoup, parce que ça transparaît déjà beaucoup à l'antenne. Oui. Mais là, je suis beaucoup dans l'émotion, là. Mais en tout cas, voilà, vous n'êtes pas non plus obligé de répondre à la seconde quand il vous appelle, vous voyez. Ouais. Et puis de faire vos trucs de votre côté, puis si vous êtes occupé, vous êtes occupé, et puis vous aussi, vous n'êtes pas obligé non plus de l'avoir tous les jours au téléphone. Parce que ça, par contre, c'est un tue-l'amour. De sentir que quelqu'un comme ça vous colle un peu au basque.
Non, de toute façon, je vous dis, j'ai compris à ce niveau-là, je l'ai compris. Je me suis dit, je le laisse tranquille. Je lui demande juste de pas me laisser une journée. Oui, mais même s'il vous laisse une journée et qu'il prouve le lendemain qu'il vous aime et qu'il est charmant au téléphone, ça va. C'est peut-être son fonctionnement. Ouais, d'accord. D'accord. Ouais. J'ai bien entendu. Bon. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu savoir, Sabrina. Bon, si j'ai pu répondre un tant soit peu à quelques interrogations, pas toutes évidemment, mais c'est le temps aussi qui va y répondre, Christine. Ouais. C'est le temps qui va y répondre à ces interrogations. Donc c'est pas l'attendre au tournant, c'est être un peu vigilante. C'est pas pareil. Oui. Attendre quelqu'un au tournant, c'est attendre la faute. Là, c'est pas ça. C'est d'avoir une vigilance pour savoir si la relation évolue dans le bon sens ou si au contraire elle stagne. Ouais. Oui, c'est pas pareil. Oui, parce que là, je crois qu'il faut, on va en parler un peu parce que il avait un petit peu, une fois il m'avait parlé que oui, comme ça, qu'il avait des idées. Et puis, comme je veux justement pas montrer que j'ai trop d'attentes, alors je l'ai pas interrogé. Je me suis dit, je le laisse. Il m'a dit ça. Et puis, s'il veut me parler de ses idées, qu'il m'en parle. C'est pas un interrogatoire. Et ses idées, je pense que oui, c'est des petits projets. Enfin. Bon, vous allez peut-être parler de tout ça ensemble après. Ouais. Vous nous tiendrez au courant, Christine ? Si vous voulez, Sabrina, oui. Ça serait sympa. D'accord ? Ouais. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée et puis une belle relation. D'accord ? Ouais. Merci, Sabrina. Belle nuit à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Get weary. Women do get weary, wearing the same shabby dress. But to one who's weary, try a little tenderness. Anticipating all of the things I may never possess. But while I'm waiting, try a little tenderness. Just a good word, soft and gentle, makes it easier to bear. Now I might forget it, oh, but don't let me forget it. It's so easy. Try a little, oh,
try a little tenderness. Try a little tenderness, Aretha Franklin. Vous êtes sur Europe 1, il est minuit. Tout de suite, le journal de la nuit avec Adrien Beck. Bonsoir Adrien. Bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Vous venez de l'entendre à l'instant sur Europe 1. Aretha Franklin, une voix unique pour Elton John, une reine ultime pour Christina Aguilera. On entendait une lueur divine dès qu'elle chantait, dit Barack Obama. Pluie d'hommages ce soir après la disparition de la chanteuse ce mardi. Elle avait 76 ans. Son portrait avec Rémi Bosse-Saron. Quelques mois plus tard. Think, la chanson d'une femme fière, d'une femme forte, sortie en 1968. Aretha Franklin est déjà, à ce moment-là, la reine de la soul, son surnom pour toujours. I Say a Little Prayer, autre immense succès de la fin des années 60. Il y a quelques années, alors qu'un journaliste lui demandait si elle avait conscience d'avoir ouvert de nouveaux horizons culturels et musicaux, Aretha Franklin répondait simplement « Non, je ne faisais que mon travail ». Rémi Bosse-Saron. Une grave collision entre un camion et un bus en fin d'après-midi sur l'autoroute A4 dans l'Aisne. C'était le bus d'une colonie de vacances. 7 personnes ont été blessées, dont 7 enfants de 3 à 13 ans. 2 sont en urgence absolue. Ils ont été transférés au CHU de Reims. Écoutez les précisions de Pierre Lareille, le secrétaire général de la préfecture de l'Aisne. Un peu avant 18h, un car qui transportait des enfants originaires de Varennes-en-Argonne dans la Meuse, qui les transportait depuis Paris, a eu une crevaison et s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence dans le sens Paris-Reims sur l'autoroute A4. Le chauffeur du car s'est arrêté et a commencé à évacuer les enfants du car pour les mettre à l'abri derrière la barrière de sécurité. Mais pendant qu'il procédait à cette évacuation, le car a été percuté par l'arrière par un poids lourd qui circulait dans le même sens. Le secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, joint ce soir par Pauline Jacot. L'homme soupçonné d'avoir tué un passager dans un bus à Paris en milieu de semaine dernière, mis en examen et écroué. Le suspect, un trentenaire en situation irrégulière, aurait tenté de monter avec son vélo, donnant lieu à une altercation avec un passager auquel il aurait porté un coup de couteau à la gorge, de porte-clés à la gorge. La Coupe Davis chamboulée par la Fédération internationale de tennis. Dès l'an prochain, le prestigieux tournoi sera concentré sur une seule semaine au mois de novembre et joué sur terrain neutre. Le joueur français Nicolas Mahut parle d'une décision ridicule et le capitaine de l'équipe de France Yannick Noah estime que la Coupe Davis est morte. La météo pour terminer, Valérie Darmon, de la chaleur, on passe à la douceur ce vendredi. Absolument, et ce sont les orages de la nuit prochaine qui font chuter les températures à leur passage. D'ailleurs, de l'Occitanie à l'Auvergne-Rhône-Alpes, le temps sera encore nuageux ce vendredi et orageux dès la mi-journée. Ces orages qui sont localement forts à proximité des reliefs. Du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté jusqu'au Lyonnais, temps maussade le matin également et dans l'après-midi, les pluies cessent mais le ciel restera gris. En région PACA, les orages éclatent en montagne mais peuvent descendre jusque sur les littoraux au cours de l'après-midi. En tout cas, le ciel du pourtour sera voilé. De la Bretagne aux Hauts-de-France en passant par le bassin parisien, le ressenti sera frais sous le soleil retrouvé et la fraîcheur est parfois significative en matinée avec 8 à 11 degrés de la Bretagne à la Normandie. Partout ailleurs, sous la grisaille, la douceur est présente avec 15 à 21. Au cours de l'après-midi, la chaleur d'aujourd'hui ne résiste que sur l'arrière-pays méditerranéen avec 29 à 32 et il fera 25 à 27 en général. Merci Valérie Darmon. Minuit 5 sur Europe 1. Très belle nuit. La libre antenne se poursuit. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Sabrina Philippe sur Europe 1. Jusqu'à 1h du matin, beaucoup d'appels, beaucoup de SMS de votre part. Merci d'être avec nous ce soir sur la libre antenne sur Europe 1.
C'est Olivier qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Olivier. Bonsoir Sabrina. Merci de m'écouter. Écoutez, merci d'être avec nous. Je vous explique un peu mon parcours. Ah oui, alors ça coupe un peu, je l'entends tout de suite là. Il y a des grésillements et puis votre voix coupe. Est-ce que vous êtes bien positionné? Ça va mieux maintenant. Là ça va un peu mieux, on va voir ce que ça donne. Je me rapproche de ma base. D'accord, rapprochez-vous de votre base alors. Excusez-moi. Donc là ça va? Oui. Donc Olivier, j'ai 52 ans. Mhm. Donc je suis divorcé depuis 5-6 ans, j'ai 2 enfants. Je suis cadre dans une entreprise, donc apparemment je suis quelqu'un qui a réussi un peu sa vie, mais pas affective, mais professionnelle ça va, mais en fait depuis que je suis enfant, ça va pas, quoi, je suis mal dans ma peau. Et comment vous dire, j'ai rencontré une femme il y a 5 ans sur un site de rencontre. Oui. Et en fait, c'est l'amour de ma vie, quoi. Et en fait, ça se passe mal. Ça se passe mal parce que, alors, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Durant les 5 années, on s'est séparés 1 fois par an, à peu près. Et puis on s'est retrouvés. Et puis en fait, je reproduis le même schéma à chaque fois. Je tiens tellement à elle que j'ai vu des psychologues pour voir ce qui allait pas, parce que je sais que je suis pas bien dans ma peau, je suis hyper timide. Et en fait, le dernier psychologue que j'ai vu, la psychologue que j'ai vue m'a dit que, il y a une phrase qui m'a fait un déclic en fait, c'est que vous êtes un adulte, mais vous avez un affectif d'enfant. D'accord. Et en fait, j'ai fait des recherches biblio et puis je suis tombé sur un livre. C'était le harcèlement fusionnel. Et en fait, c'est le livre de Tsemeria. Exactement. Oui. Et je me suis retrouvé. J'ai retrouvé mon trauma d'enfance. C'est-à-dire que ma maman a eu un enfant juste avant moi, que j'ai découvert peut-être à 15 ans dans le livret de famille. Je suppose que c'est ça. Je ne sais pas. Et elle a eu un enfant qui est mort. Il avait 6 mois, il est né, mais à l'époque, on pouvait pas. Il était trop prématuré pour le sauver. Puis voilà, je pense que j'ai un lien à la mort très fort. Et en fait, je pense que j'ai eu un syndrome de Peter. J'imagine, il faut que j'en parle encore à ma psychologue, que j'ai eu un trauma de Peter Pan ou quelque chose comme ça, et que j'arrive pas à devenir adulte en fait. Pourtant, vous avez été marié, vous avez 2 enfants. Oui, mais oui. Donc vous avez eu une vie d'adulte. J'ai eu une vie d'adulte, mais ça s'est mal fini. C'est-à-dire que quand ma femme m'a quitté, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai été interné pendant 15 jours en hôpital psychiatrique. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait, votre femme? Alors c'est ça qui est fou, c'est que je garde de très bons liens avec mon ex-femme. On en discute, mais qu'est-ce qu'elle me reproche? On n'en a jamais trop discuté, mais je pense une sorte d'insatisfaction et je pense que c'est très dur la relation avec des femmes. Je sais pas ce que recherche une femme. Qu'est-ce qui a motivé le divorce? Qu'est-ce qui a motivé sa demande de divorce? Vous avez dû avoir quand même des explications pour en arriver au divorce. Je pense qu'il n'y avait plus d'amour ou de l'insécurité parce que j'étais pas stable. Et elle m'a dit d'ailleurs, ses amis lui disaient dès qu'on s'est rencontrés que ne va pas avec lui. Je sais pas exactement, mais elle me l'a dit. Je pense qu'elle me voyait comme quelqu'un d'instable et de non sécurisant, si vous voulez. Et comment elle se manifestait, cette instabilité, dans votre famille? Dans ma famille? Dans la famille que vous avez créée, donc avec elle et vos enfants. L'insatisfaction de ma part surtout, et puis j'ai une relation avec des femmes, c'est-à-dire que, ça j'ai compris avec le livre de Monsieur Tsemeria, c'est ça? C'est que, en fait, je considère plus une femme comme une maman que comme un adulte, quoi, voilà. C'est ça mon problème. Et d'où la fusion, et d'où
j'ai tous mes problèmes. Alors je connais le problème, mais je sais pas comment m'en sortir. Je vous avouerai que la femme avec qui je me sépare, je me suis séparé 5 fois. Je sais que je l'aime. C'est un peu une déclaration. Vous voyez, j'essaye de vaincre ma timidité, de passer à l'antenne devant des millions d'auditeurs, je vous souhaite, et pour lui déclarer que je l'aime, que je sais pas l'aimer, mais que je l'aime, et que je fais tout pour essayer de m'en sortir et pour l'aimer comme il faut et pas comme une, voilà, je vous le dis franchement, comme une, c'est comme une relation à 3, on dit 1 plus 1 égale 3, il y a elle, moi et la relation. Moi je le vis comme 1 plus 1 égale 1, quoi. Et qu'est-ce que vous ne faites pas, Olivier? J'aimerais qu'on comprenne un peu mieux concrètement. Oui. Qu'est-ce qu'elle vous reproche? Qu'est-ce qui crée la rupture? En fait, elle, c'est un soleil. Je vous parle de ma relation là, actuelle. Elle, c'est un soleil. C'est une femme qui a eu aussi des difficultés dans sa vie, mais qui a fait avec un divorce difficile, et qui a fait un travail sur elle-même, mais qui est beaucoup plus forte que moi, voilà. Et il n'y a pas de mal à être beaucoup plus fort que moi en tant que femme. Et c'est pas ce que recherche une femme. Je pense qu'elle cherche la sécurité, et puis effectivement, je la lui donne pas. Qu'est-ce qui l'insécurise? Le fait que ça fait 5 ans, j'ai écouté un tout petit peu l'auditeur avant, en attente là, et effectivement, j'avais pas. En fait, sur notre relation de 5 ans, j'ai pas fait évoluer les choses. C'est-à-dire que ce qui me satisfaisait dans l'amour, c'était, vu mon problème, c'était la fusion, et c'était d'être avec elle, et elle est tournée vers les amis, vers l'extérieur, vers la vie, quoi. Elle est tournée vers la vie. Et c'est ça qu'il me faut. Et là, je suis un peu perdu parce que j'ai découvert ce que j'étais. J'ai découvert ce que j'étais. Et je veux m'en sortir pour elle. Excusez-moi pour l'émotion. Et je sais plus comment faire, quoi. Alors, je vois une psychologue. Je sais que c'est un travail sur long terme, sur peut-être 6 mois, 1 an. Et la peur que j'ai, en fait, c'est de la perdre. Voilà. D'accord. Mais ce que j'aimerais mieux comprendre, Olivier, c'est en fait, à chaque fois que vous vous quittez, puisque vous vous quittez tous les ans, donc ça fait 5 ruptures, si je compte bien. À chaque fois que vous vous quittez, ça se passe comment? Et est-ce que c'est elle qui s'en va? Non, c'est tout le temps elle qui s'en va, sauf une fois. Sauf une fois parce que je me perdais dans des rencontres à nouveau sur Mythique et excusez-moi, j'aurais pas dû dire le mot, mais sur des rencontres sur des sites, et une fois j'ai été avec quelqu'un, elle a su que j'étais avec quelqu'un et que il y avait peut-être une possibilité que je sois avec quelqu'un d'autre, et c'est elle qui m'a rappelé pour me dire qu'elle tenait à moi, qu'il fallait, et puis j'ai accouru, quoi. J'ai accouru parce que je l'aime, et là j'ai pas envie, là je vais plus voir ailleurs. Parce que quand vous étiez avec elle, vous alliez voir ailleurs? Non, pas du tout. D'accord. Non, c'était dans les moments où vous vous sépariez, c'est ça? Voilà, c'est dans les moments où on se sépare. D'accord. Mais à chaque fois qu'elle a mis fin à cette relation, quels étaient ses arguments? Alors ses arguments, c'était: il faut que tu travailles sur toi, je peux rien pour toi, il faut que tu t'en sortes tout seul. Je peux rien pour ta douleur, il faut que tu t'en sortes. Mais ce que je comprends, c'est un problème que j'ai moi-même, et il faut que je m'en sorte moi-même. Donc, je veux tellement m'en sortir, si vous voulez. C'est pour ça que je vous appelle aussi. Je veux tellement m'en sortir pour la retrouver que je suis un peu. Alors j'ai trouvé le nœud je connais les causes maintenant, je suppose. J'en parle avec ma psychologue. Oui. J'en parle, ça fait pas. J'ai pas beaucoup j'ai quelques séances là derrière moi, mais je sais que c'est un travail sur long terme, mais ça fait 54 ans que je suis comme ça, en fait. Enfin, 52 ans, excusez-moi, j'ai 52 ans. Et j'ai l'impression que. C'est le comme ça que j'arrive pas à définir, Olivier. Finalement, qu'est-ce que ce comme ça? Ça veut dire quoi, ce comme ça? Ce comme ça, c'est. Je sais que depuis que je suis né, je suis mal dans ma peau, en fait.
Et c'est-à-dire qu'à l'école, j'étais pas bien. J'ai fait pipi au lit jusqu'à la 6e. Enfin, j'ai toujours eu des traumas. J'ai jamais eu une vie facile. D'ailleurs, je vous le dis, je sais pas comment je m'en suis sorti, quoi. Je sais pas comment je m'en suis sorti, mais je m'en suis sorti. Mais j'ai réussi à faire une famille. J'adore mes enfants, mais je sais pas comment je m'en suis sorti au niveau affectif, quoi. J'ai fait le temps, il m'arrive encore de penser aux tentatives de suicide, mais je sais que je le fais pas parce que j'ai des enfants et que j'ai ma tentative de suicide lors de après le divorce avec mon ex-femme, j'ai compris que je pouvais pas faire ça à mes enfants, quoi. Parce que ma fille m'a dit, a dit à leur mère, mais papa il nous aime pas, alors que ça m'a flingué, quoi. Ça m'a flingué, donc ça je referai pas. D'accord. Bon, ça c'est déjà une bonne chose, c'est une bonne raison. Donc, en fait, ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que vous avez toujours eu une dépression qui restait à peu près masquée, c'est ça ? Tout à fait. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une dépression, mais oui, c'est un mal-être. Oui, un mal-être, c'est-à-dire que, vous voyez, dans ma dernière relation, celle avec qui je veux absolument retourner, et ça je l'ai compris aussi, c'est-à-dire que je me sens comme un enfant devant les autres alors que j'ai 52 ans. Donc en fait, je suis hyper timide. En fait, je me sens comme un enfant devant les autres qui sont des adultes, alors que j'ai 52 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je suis... et ça, j'arrive pas à régler, quoi. Et ça génère quel type de situation ? Par exemple, vous avez un exemple précis ? Un exemple précis, c'est je fais au travail des réunions des réunions devant la direction sur on va dire des comités de conception, et j'ai 52 ans et je suis complètement perdu devant le regard des autres, c'est-à-dire que c'est de la timidité, perte. Voilà. Vous perdez vos moyens ? Je perds mes moyens. Alors quand c'est quelque chose qui est devenu un peu routinier, ça va. Mais dès qu'il y a de la nouveauté, je suis perdu et c'est la panique. Donc je m'en sors et les autres me disent mais non. Et tous les gens me disent mais non, ça va. T'as bien fait ta présentation. Ou les autres, ou les amis dans le cercle d'amis, on me dit mais arrête de te dévaloriser. T'es quelqu'un de sympa, t'es quelqu'un de bien. On t'aime, etc. Mais ça sert à rien parce que je suis mal dans ma peau. Donc il y a un manque d'estime de vous ? Exactement. C'est ça ? Exactement. Moi, je compare souvent l'estime de soi à un réservoir, en fait. Quand il est percé, on a beau le remplir, c'est-à-dire faire des compliments, revaloriser, en fait, ça ne sert à rien, ça s'écoule aussi vite. Donc, je suis face à quelqu'un qui est tout... Enfin, face à ma compagne, là, qui m'a quitté encore comme un enfant, et je sais que c'est pas ça qu'elle recherche, c'est pas du tout sécurisant, quoi. Ça, je le comprends. Et je le comprends qu'elle me quitte. C'est-à-dire que je m'enferme plutôt que m'ouvrir vers les autres parce que je suis un peu perdu. C'est-à-dire que devant ses amis. Enfin, je vais vous donner un exemple. Oui. J'ai tout pour être heureux. C'est-à-dire que avec ses amis, on fait du bateau. Ils m'ont accepté. Ils sont même très proches. On fait du bateau et puis sur le bateau, même je me sens pas bien parce que j'ai l'impression que quand elle va souvent avec son ami faire, je sais pas, du shopping et des choses comme ça, j'ai l'impression qu'elle me laisse tomber. Et vous voyez ce que je veux dire, qu'elle est pas centrée sur moi en fait. C'est très égocentrique. Hein. Oui. C'est très égocentrique, mais c'est un mal-être. Donc en effet, vous êtes comme un enfant qui demande à ce que toute l'attention soit portée sur lui. Exactement, j'ai envie de faire disparaître ça parce que c'est invivable pour les autres, quoi. D'accord, j'ai compris. C'est invivable pour les autres et là où je suis perdu, c'est que j'ai fait
j'ai fait le constat de ce problème. Je sais, d'où ça vient de l'enfance très tôt. J'ai même pas envie de... C'est peut-être pas en sachant d'où vient exactement le problème que ça va résoudre le problème, mais je connais le problème, je sais pas comment m'en sortir. Pour retrouver, parce qu'en fait la vie m'a donné une chance peut-être avec cette femme-là qui est un vrai soleil pour moi. Et je veux pas la perdre, quoi. Alors il y a Lilou qui demande, vous avez parlé de trauma depuis l'enfance, quels sont ces traumas? Donc il y a eu cet enfant qui est arrivé avant vous, c'est ça? Ouais. Et puis, je me rappelle aller à l'école dès le primaire, j'allais tout seul à l'école et en fait je pense qu'il y a une grosse sensation d'abandon. D'accord. Alors je reproche rien à mes parents, ils ont tout fait. Enfin, j'ai pas manqué d'amour, mais je pense qu'il y a une sensation. Je pense que c'est l'abandon qui me. Donc c'est ça que vous allez devoir travailler. Et en fait, quand ma conjointe là me quitte, c'est horrible. C'est horrible parce que et c'est pour ça qu'elle me dit que et je comprends ce qu'elle me dit que tu peux t'en sortir que tout seul. Elle trouve anormal que je sois à ce point perdu si elle me quitte. Alors, que vous soyez... On va remettre aussi les choses un peu à leur place. Mais quand on aime quelqu'un et que cette personne vous quitte, on est perdu. Ouais, mais moi... Ouais. D'accord. Et ce sentiment d'abandon, on peut l'avoir même si on n'a pas une problématique d'abandon. D'accord. Quand on aime quelqu'un, et que cette personne vous quitte, on se sent abandonné. C'est tout le propre de l'amour. D'accord ? Donc ça, là, on est dans une certaine normalité. Là où on n'y est plus, c'est cette demande permanente d'attention que vous avez, et finalement que vous vivez en permanence, vous rejouez cet abandon en permanence, comme des micro-abandons, dès qu'elle fait autre chose que s'occuper de vous. Oui. Ce qui évidemment est très lourd à porter pour elle. Ah ben c'est invivable. Voilà. Et qui génère, évidemment, après cette rupture, pour elle, être tranquille. D'accord. Maintenant, si votre relation dure depuis 5 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est formé autour de ça aussi. C'est-à-dire que pour elle, elle doit être dans une problématique proche ou inverse. Dans un couple, on est toujours deux. C'est-à-dire que l'attention que vous lui demandez en permanence doit la rassurer aussi. Oui, mais je l'aime, c'est ça. Mais je l'aime mal, en fait. Je sais que je l'aime mal. Je sais que... Oui, enfin, vous êtes beaucoup dans la dévalorisation, Olivier. Oui, j'ai toujours été... Oui. Attention. J'ai toujours été dans la dévalorisation, mais là, c'est le cas... Enfin, vous avez compris mon... Oui, j'ai bien compris que ça peut être difficile à porter pour elle, mais c'est pour ça que je rééquilibre un peu la balance en vous disant que un couple, on le forme à deux. Et que votre demande d'attention permanente, votre demande de fusion... la rassure aussi. On choisit jamais quelqu'un par hasard. Non, mais je vous comprends bien, mais c'est destructeur, cette situation. J'entends bien que c'est destructeur. Ouais, c'est destructeur pour elle, c'est destructeur pour moi. Parce qu'en fait, j'entendais votre auditeur, il faut précédente, et c'est vrai qu'il y a, en fait, dans mon cas, en fait, il y a ça fait 5 fois qu'on se sépare, et à cause de moi, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire que je ne m'ouvre pas. Alors là, la dernière rupture, pourquoi ça m'a éclairé cette fois-ci. Alors, et puis je l'en remercie parce que elle a la bonne attitude en fait. C'est que elle a raison. Il faut que je m'en sorte tout seul. Je sais qu'elle me quitte pour de bonnes raisons. Et ça m'a permis de découvrir tout ça. Dernier entretien, ma dernière psychologue, ça m'a permis d'éclairer tout ça par rapport à mon trauma et le harcèlement fusionnel. Mais le harcèlement fusionnel, il était pratiqué par qui, votre mère ? Non, par moi. Enfin, par moi, par rapport à ma compagne. D'accord. C'est-à-dire que, oui, c'était. Mais vous reproduisez pas quelque chose qui vient de l'enfance ? Ça, je peux pas vous dire. Tout ça, ce sont des sujets que vous allez devoir travailler avec votre thérapeute, Olivier. Ouais, j'essaye, mais je suis perdu parce que j'ai tellement...
voyez ce que je veux dire? J'ai tellement peur de pas m'en sortir pour retrouver l'amour que j'ai pour cette femme. Mais en fait, on fait pas une thérapie pour récupérer quelqu'un. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est pour ça qu'elle me dit que il faut que tu t'en sortes tout seul avant que peut-être un jour on se retrouve. Mais ça, elle me l'a dit, oui. Mais parce que sinon, ça va être biaisé, en fait. C'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est très dur à vivre. C'est très, très dur à vivre. Parce que là, vous êtes seul face à vous-même, en fait. C'est ça qui est difficile. Non seulement je suis seul, je suis vraiment seul face. Alors, parce qu'en fait, j'ai tendance, avec ma méthode de fonctionnement, de m'isoler. J'ai pas d'amis. Les amis que j'ai, c'est son cercle d'amis. Donc elle me quitte. Donc j'ai gardé un contact avec un de ses amis. Mais en fait, je perds tout, quoi. Je perds tout. Je perds... En fait, je sais pas pourquoi je me détruis tout seul. Je comprends pas. Pourquoi j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureux et inconsciemment, j'arrive à détruire tout ça à chaque fois. En tout cas, vous culpabilisez beaucoup. D'ailleurs, il y a un SMS qui arrive dans ce sens. Voilà. Vous êtes beaucoup dans la culpabilité, vous vous auto-dévalorisez beaucoup. Il faut faire attention, vous savez, à toutes ces phrases assassines qu'on peut prononcer pour soi-même. Et vous en prononcez beaucoup pour vous-même. Ouais, mais je fais un constat. C'est pas forcément un constat très juste non plus. Vous avez 2 enfants, vous avez réussi à créer une famille, vous avez un travail stable, vous êtes cadre. Donc tout n'est pas raté non plus, hein. Non, mais c'est ça que je vous dis, je sais pas comment j'ai pu m'en sortir. Bah, vous avez réussi, ça veut dire que vous avez de la ressource. Oui, mais jusqu'à quand? C'est ça que... Jusqu'à quand? Alors enfin, ma démarche, je vais vous dire franchement, je suis hyper timide. Je suis pas bien dans ma peau et malgré tout, votre émission aussi c'était un peu pour lui faire une déclaration d'amour, mais je sais pas si c'est le bon. Enfin, devant beaucoup d'auditeurs et. Oui, mais Olivier, vous savez, j'entends votre amour et votre démarche amoureuse. Ouais. Mais c'est l'amour de vous qu'il va falloir retrouver avant. Et ça serait bien que ça soit une déclaration d'amour à vous-même que vous fassiez ce soir, et pas à elle. Je sais. Alors peut-être qu'on peut l'envisager comme ça. Aussi. Vous aimez-vous déjà? Je lui dis que je m'aime et que je vais tout faire pour m'aimer avant de la retrouver. Si vous devez la retrouver, vous la retrouverez. J'espère. Je vous le souhaite en tout cas, Olivier. Je vous remercie. Je souhaite vraiment que vous puissiez avancer dans votre thérapie. Il y a du chemin, mais si vous êtes volontaire pour vous-même, pas pour elle, pour vous, alors ça fonctionnera. Accrochez-vous. Je vous remercie de votre confiance. Bon courage à vous, en tout cas. Je vous remercie. Belle nuit à vous, Olivier. Merci d'avoir appelé. Merci. Au revoir. Au revoir. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel.
the sound. That same Amazing Grace, Aretha Franklin qui nous a quittés aujourd'hui.